suis Justine Pelmeul et je vais vous sonder en fait. Qu'est-ce que pour vous l'énergie citoyenne? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de... Ah, bon, alors, vous n'êtes pas obligé de répondre en premier dans ces cas-là. Parce que, voilà... La prise de participation des citoyens dans les projets d'énergie renouvelable. Ouais, et ça veut dire quoi la prise de participation? Pour moi, il y a deux choses. Soit on construit un projet partagé, les citoyens s'investissent dans la conception d'un projet ENR, soit cette prise de participation, j'imaginerais rentrer au capital de l'entreprise d'énergie renouvelable. Ouais, voilà, merci. En fait, c'est vraiment l'enjeu. Quand on parle d'énergie renouvelable citoyenne et d'appropriation de l'énergie, l'enjeu, c'est que le développement des énergies renouvelables en France soit un développement local et qu'on évite que la richesse sorte du territoire. Parce que jusqu'à présent, on est sur un modèle qui est dit classique, qui est que ce sont des investisseurs nationaux, voire internationaux, des fonds d'investissement, qui vont investir, donc prendre des parts de capital dans des projets de production. Et donc, grâce à ces parts de capital, ils sont rémunérés, et cette rémunération issue de l'activité de production d'énergie sort du territoire, ou en tout cas bénéficie très peu au territoire juste par de la fiscalité. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que les acteurs locaux, et pas que les citoyens, donc quand on parle d'acteurs locaux, ce sont les agriculteurs, les collectivités territoriales, les riverains, puissent prendre part aux décisions dans les projets d'énergie renouvelable. Voilà, et il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, 50% des installations d'énergie renouvelable appartiennent aux acteurs locaux. En France, je pense qu'on est à 0,5% en fait. On est très très en retard. C'est dû à un contexte français, à un contexte réglementaire qui est quand même assez contraignant. Et puis aussi à la culture assez centralisée de la gestion de l'énergie. Donc il y a un enjeu très fort. Il y a des dynamiques qui sont en place depuis une dizaine d'années. Et c'est ça que je vais vous raconter pendant un quart d'heure. Donc, qu'est-ce que des projets citoyens et pourquoi faire un projet citoyen? D'une part, en impliquant les citoyens, alors les acteurs locaux, je dirais plus, ça permet de comprendre quels sont les enjeux aussi. Derrière, l'énergie, c'est un facteur de stabilité ou d'instabilité géopolitique, il faut quand même le rappeler. Donc, le fait de développer les énergies renouvelables sur notre territoire est aussi important dans des considérations géopolitiques, et c'est d'autant plus important quand les citoyens et les acteurs locaux sont conscients qu'ils peuvent être acteurs en fait de cette gestion-là. Donc c'est ce qu'on appelle plus l'éducation populaire. Je ne vais pas trop développer le fait que le développement des énergies renouvelables participe aussi à adapter les territoires au changement climatique. L'enjeu d'une gouvernance locale et de l'appropriation, c'est de faire en sorte que les retombées économiques bénéficient au territoire. Et donc il y a toutes les ressources économiques qui sont gardées sur les territoires au-delà de la fiscalité. D'accord ? La démocratie locale, en fait, le développement des énergies renouvelables locales, ça a un enjeu en termes de gouvernance. Et donc, c'est vraiment le croisement entre la transition énergétique et une transition économique. Qui a les décisions? Comment on organise les décisions? Tout ça, c'est très important et c'est généralement lié à l'esprit de coopérative qu'on peut retrouver dans l'énergie, donc à travers Enercop, qui est un fournisseur d'électricité, mais la culture de la coopérative hors champ de l'énergie aussi, quoi. Donc on se réfère à des pratiques dans d'autres domaines que les énergies renouvelables. Et puis l'adhésion au projet, alors généralement on part de ça d'ailleurs, c'est l'acceptabilité des énergies renouvelables, notamment de certaines filières, comme l'éolien, comme la méthanisation, qui est souvent décriée. Et donc le fait de pouvoir impliquer les acteurs locaux le plus en amont possible permet de réduire les recours. Alors ça,
dans la pratique, c'est pas si évident non plus. Donc, quand on parle de projet citoyen, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment l'enjeu, il est la participation des collectivités, de tous les acteurs locaux dans la gouvernance. Et ça, c'est possible en prenant des parts de capital. Des parts de capital, soit en part sociale, soit en compte courant d'associés. Je ne vais pas aller plus loin, sauf s'il y a des financiers. Mais donc, où on en est? En gros, ça fait, il y a 10 ans, les pionniers de l'énergie citoyenne en France commençaient, notamment avec plutôt des parcs éoliens de 5-6 mâts. Ils se sont plutôt battus pour que les projets sortent de terre. Ils ont mis 10 ans. Les premiers projets éoliens citoyens ont mis plus de 10 ans, sachant qu'en Allemagne, par exemple, c'est plutôt la moyenne est entre 4 à 5 ans. Nous, encore 10 ans après, en 2018, c'est quand même relativement compliqué de sortir des projets éoliens, notamment en 4 à 5 ans. On a 255 projets qui sont accompagnés. Sur les 255, il y en a une centaine qui sont déjà en exploitation et le reste qui sont accompagnés par des acteurs locaux. Alors, parmi les 255 projets, la majorité, une grosse majorité, c'est de l'éolien, du photovoltaïque en toiture. On a quelques projets de méthanisation où les agriculteurs portent la gouvernance, mais avec une ouverture via des outils d'investissement locaux ou citoyens. Quelques projets de méthanisation, des projets bois-énergie, des projets hydrauliques aussi, d'hydroélectricité, plutôt des petites centrales, et c'est plutôt de la restauration en fait des microcentrales. Mais on essaye, en tout cas, les projets portés localement, je dirais, embrassent toutes les filières renouvelables. Et après, on a la géothermie qui est pour le moment très peu. On a un projet qui est en cours de développement, quoi. Donc voilà. Ça, c'est possible parce que y a des personnes et des réseaux régionaux qui sont là pour pouvoir accompagner, former, appuyer la montée en compétences de ces acteurs locaux. Clairement, que ce soit les collectivités, les agriculteurs ou des collectifs de citoyens, ils ne sont pas professionnels des énergies renouvelables. On a besoin des professionnels, des entreprises de développement, de bureaux d'études, mais on a besoin aussi de les accompagner dans la montée en compétences. Dans quel choix de structure juridique, comment faire en sorte d'avoir de la composition du capital entre faire rentrer Engie, mais à côté des collectifs d'agriculteurs, etc. Tout ça, ça ne s'invente pas. Il faut être accompagné, conseillé et formé. Et c'est grâce, notamment en tout cas en France, par la structuration de ce qu'on appelle des réseaux régionaux d'énergie citoyenne, avec ces personnes-là qui sont financées généralement par l'ADEME, par la région, pour pouvoir appuyer la montée en compétences des acteurs locaux. Donc concrètement, là je vais vous faire part de 2 projets, mais parmi les 255. Donc, un projet de photovoltaïque au sol. Il y en a de plus en plus qui sont portés localement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'inscrit dans le scénario négawatt, mais on s'inscrit aussi dans le scénario After 2050, qui est pour une transition de l'agriculture bio, si possible, et en tout cas moins intensive. Et on souhaite développer les énergies renouvelables, mais avec des critères environnementaux forts. Dans ce cadre-là, ce projet photovoltaïque au sol va être très regardant par rapport à l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement, sur les terres, si elles sont arables ou pas. Solaris Civis, en fait, c'est un projet qui a été initié par un collectif d'habitants, donc pas très loin de Marseille, en PACA, qui s'est dit, OK, on a du patrimoine communal, donc des terrains communaux intéressants où on peut faire quelque chose. Et il y avait une entreprise de développement qui était là à ce moment-là et qui commençait à faire quelques études.
Et ils se sont formés auprès des acteurs locaux. Ils ont mobilisé les élus de la commune en disant, vous savez, ce projet-là, on peut l'inscrire dans une démarche de transition écologique pour la commune et les communes environnantes. Donc ils se sont formés, ils ont élaboré un cahier des charges pour mettre en concurrence les entreprises de développement en y ajoutant un critère obligatoire de gouvernance locale. Les entreprises de développement ont répondu et donc ils ont sélectionné ces développeurs. Donc là, on voit que le rapport de force, d'une certaine manière, il est inversé. La maîtrise reste par les acteurs locaux, tout en ayant la conscience qu'on n'a pas toutes les compétences et on ne veut pas les avoir d'une certaine manière. Donc voilà, c'est un exemple. Donc le projet est en cours de développement, il ne produit pas encore de l'électricité. On est sur un projet d'un investissement total de 5,3 millions d'euros. C'est pas rien, hein, avec une production de 7900 MWh. Voilà, donc c'est intéressant de voir que les projets portés par les acteurs locaux, on va avoir des petits projets, entre guillemets, d'un dimensionnement assez petit, jusqu'à des tailles relativement intéressantes. Un autre projet que je voulais partager avec vous, c'est un projet porté par les acteurs agricoles, où là, c'est un syndicat intercommunal qui a travaillé à former les élus, à former les agriculteurs, à organiser des visites de sites de méthanisation, notamment en Belgique, pour montrer comment c'est possible de développer des projets de méthanisation. Ils ont travaillé sur un diagnostic du potentiel méthanogène sur leur territoire. Donc là, c'est dans les monts du Lyonnais, en Rhône-Alpes. Et le syndicat intercommunal, en fait, a accompagné, a essayé de mettre en place un terreau fertile, d'une certaine manière, pour faire en sorte que les projets soient menés et portés collectivement. Tout ce travail de terreau fertile a permis à mobiliser ou motiver en tout cas donc une douzaine d'agriculteurs pour pouvoir mettre en commun leurs ressources aussi méthanogènes et à travailler ensemble sur une gouvernance. Là, ce qui est très intéressant, c'est que dans le capital, on a ces 12 agriculteurs qui ont la majorité des voix, qui ont plus de 50%, avec un fonds régional qui va participer au financement du projet, qui s'appelle le fonds OSER, avec Énergie Partagée, je vous en parlerai après parce qu'on n'est pas qu'une association aussi, et avec Engie qui est donc partenaire et co-actionnaire de ce projet-là, qui apporte toute une partie de connaissances techniques sur les projets de méthanisation et qui est co-actionnaire mais minoritaire. Et là, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a un changement de culture, je dirais, de la gestion de l'énergie, aussi pour Engie. On s'est entretenu avec Engie et qui disait, nous, en fin de compte, généralement, on développe des projets de méthanisation, mais les acteurs locaux, on discute avec eux, mais on ne travaille pas main dans la main avec eux. Là, on est dans un schéma différent où on apprend aussi des agriculteurs, on apprend de leur travail au-delà même du projet de méthanisation. Et d'une certaine manière, chacun est gagnant et on voit que le changement de culture passe par un projet commun comme celui-là. Donc celui-là, il va bientôt, l'inauguration c'est prévu pour cette année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bonne dynamique locale. Alors on voit que les riverains, ils ne sont pas directement dans le projet, ils ne sont pas co-actionnaires. Là, on voit que c'est plutôt les agriculteurs qui sont aussi des acteurs du territoire. Mais les riverains sont passés par un outil d'investissement intermédiaire qui est Énergie Partagée. Je vous en parlerai après. Donc on voit là, c'est un exemple du fait que de plus en plus, ce qui est important aussi, c'est la reconnaissance de l'intérêt de ces projets, et ça passe aussi par la médiatisation, donc c'est juste un petit clin d'œil. Donc concrètement, Énergie Partagée, nous on va fédérer tout ce petit monde-là, je dirais, qui est de plus en plus important, et on va instruire tous les projets qui sont portés par des acteurs locaux à travers ces 4 piliers. Le fait qu'il doit avoir un ancrage local,
Alors l'ancrage local, il peut se définir de manière différente. Avoir une majorité dans le capital des projets, parfois on ne peut pas avoir la majorité, donc c'est une minorité de blocage. Dans tous les cas, il faut sécuriser le fait qu'à un moment donné, les acteurs locaux doivent avoir un poids dans la décision, par un veto ou autre chose. Ça, on sera très regardant. Une gouvernance ouverte, bon, là, ça paraît un peu évident, mais rappeler le fait qu'on doit être dans une gouvernance transparente. L'exigence écologique, donc, là, c'est important pour nous, c'est-à-dire que le développement des énergies renouvelables doit s'inscrire et ne pas être pernicieux en fait, pour l'environnement. Donc, on va être très regardant sur les projets de méthanisation, sur la qualité des intrants, sur ce qu'on fait du digestat, voilà, des choses comme ça. Et on sera très regardant sur les projets de photovoltaïque au sol et sur les projets d'hydroélectricité. On a mis en place notamment une charte sur les projets de méthanisation en lien notamment avec Solagro. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais bon, c'est un institut de recherche sur l'agriculture. Donc l'exigence écologique, on sera aussi très regardant sur la partie réduction de la consommation d'énergie et d'électricité en particulier, c'est-à-dire que le développement des ENR tout seul ne sert à rien, entre guillemets, je dirais, pour forcer le trait. C'est avant tout la réduction de nos consommations qui est aussi une priorité. Et une démarche non spéculative, ça c'est très important, justement parce que donc, les projets doivent être rentables, évidemment, mais ils ne doivent pas s'inscrire dans une démarche spéculative où on revend le projet qui passe de 1 à 10 fois le prix. Et on se rend compte que, notamment dans l'éolien, la négociation, elle porte sur ça aussi. Quand c'est une entreprise de développement qui a porté le risque, qui a assuré tout le développement et que les acteurs locaux arrivent pour racheter ce parc-là, il y a une envolée des prix qui n'a plus de sens. Alors c'est normal de valoriser le risque, 2 fois, 3 fois le montant du développement, mais quand c'est multiplié par 10, c'est pas normal. Donc à Énergie Partagée, il y a à la fois l'association où on travaille à fédérer les acteurs, à former, à mutualiser aussi les outils parce que même s'il y a une pluralité de projets et de territoires, on se rend compte qu'il y a aussi des blocages ou des besoins d'outils qui sont communs. Donc on est là pour pouvoir mutualiser tout ça. Et puis en fait, on a aussi créé Énergie Partagée Investissement qui est un outil d'investissement citoyen. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est bien la participation des acteurs locaux dans le capital, mais parfois c'est compliqué. Par exemple, si je prends un projet éolien de 4 éoliennes, il faut lever 2 millions d'euros de capital par les acteurs locaux. 2 millions d'euros, c'est quand même compliqué, quoi. Et il faut les lever avant d'aller voir la banque et leur dire c'est bon, on est costaud. Donc, le principe de notre outil d'investissement, c'est de pouvoir consolider le capital de ces acteurs locaux qui ont du mal à arriver à 2 millions d'euros. Ils ont par exemple réussi à collecter 1,5 million d'euros et ils ont du mal à collecter les derniers 500 000 euros. Et nous, on va arriver en disant on finance, on participe au capital avec vous, toujours en minoritaire, mais c'est le dernier coup de pouce, je dirais, pour aller voir les banques. Et donc c'est un outil d'investissement mutualisé où on propose aux habitants qui ont un peu d'épargne d'investir dans l'énergie partagée, donc d'acheter des actions énergie partagée qui nous permettent d'investir dans des projets locaux. Voilà, donc on a financé plus de 46 projets actuellement. On a réussi à collecter 15 millions d'euros pour investir 10 millions d'euros dans 46 projets, quoi. Donc voilà, là c'est cet outil en fait c'est un outil d'investissement qui permet aussi de mutualiser les risques. Parce que par exemple, les riverains, eux, ils vont investir sur un projet. Bon, admettons, il y a des recours, il y a un problème, voilà, dans la construction, etc. Ils perdent leur argent. Nous, on va perdre notre argent, mais par contre, on va financer en même temps plusieurs autres projets qui vont nous permettre, on a un retour sur investissement, on est dans un modèle économique qui doit être rentable, je le rappelle, donc qui va permettre de diminuer ces risques-là
Et pour les investisseurs citoyens d'énergie partagée, en fin de compte, ils ne voient pas ce risque-là, quoi. Et donc, on va intervenir dans le capital de toutes ces sociétés locales, entre 50 000 et 500 000 euros. Et après, on peut avoir donc 50 000 à 500 000 euros sur des budgets totaux entre 300 000 et 12 millions, 20 millions d'euros quand c'est des projets éoliens. Voilà, donc là, j'ai déjà dit les chiffres. Actuellement, donc, la puissance installée, on est à 70 MW. Ça fait 103 gigawattheures de production. Donc, clairement, dans le mix énergétique actuellement, on reste très très minoritaire. Hein. Mais on se rend compte que, depuis les 5 dernières années, d'une part, il y a un contexte réglementaire qui est quand même plus facile sur certaines choses. La loi de transition énergétique permet aussi, par exemple, aux collectivités d'investir directement dans les sociétés locales. Ça, c'est des choses nouvelles. On a la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a mis en place avec le ministère un bonus participatif qui donne un bonus à tous les projets qui ont une gouvernance locale de 3 € du mégawattheure. Ça, c'est très, très intéressant pour nous parce qu'on voit qu'il y a un cadre un peu plus incitateur pour des projets qui peuvent être maîtrisés localement. Et après, on m'avait demandé de travailler sur j'ai encore un peu le temps, donc ce lien entre les enjeux locaux, je dirais, le fait que le développement des énergies renouvelables doit bénéficier au territoire. Comme je vous ai dit, même s'il y a des avancées réglementaires et législatives, il y a toujours des choses à améliorer. Donc on met en place un plaidoyer au niveau national pour pouvoir améliorer et assouplir certains cadres. Donc un cadre notamment sur l'offre publique de titres financiers, parce que évidemment, appeler les riverains à pouvoir investir, tout ça c'est réglementé par l'autorité des marchés financiers pour protéger les investisseurs, ce qui est normal. Mais on est sur des cadres qui peuvent parfois être trop rigides par rapport en fait aux besoins d'investissement des projets et même à l'envie des territoires d'investir. Donc on demande un cadre assoupli et puis un cadre plus clair pour les collectivités qui peuvent investir dans des sociétés de projets, dans des sociétés de production d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est une grande avancée. Mais il reste des flous qu'il faut vraiment éclaircir parce que les collectivités, même si la loi l'autorise, les collectivités sont très peu nombreuses en fait à rendre effective cette loi. Donc il faut aussi accompagner les collectivités à pouvoir investir dans ces projets. Voilà, il y a un cadre opérationnel plus contraignant sur des coûts de raccordement qui sont trop chers et qui peuvent juste faire échouer un projet, des délais de raccordement trop importants, des tarifs d'achat sur le photovoltaïque qui ne rendent pas rentables en fait les projets, notamment au nord de la Loire. Voilà, plein de choses comme ça que l'on porte auprès du ministère de la transition écologique. Et en fait, c'est dans le cadre d'un collectif pour l'énergie citoyenne qui rassemble à la fois des acteurs de la transition énergétique, donc comme Enercop, comme le réseau pour la transition énergétique qui s'appelle le CLER, et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, c'était très important de pouvoir rassembler ces deux types d'acteurs parce que c'est à l'image d'un développement local des énergies renouvelables qui peut se faire que par une transition économique aussi. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais peut-être entamer quelques petites questions. Juste pour revenir sur un élément qui m'a paru très intéressant, sur le lien entre les exigences écologiques, alors dans les différents paramètres que vous exigez des projets, donc il y a les acteurs locaux, l'exigence écologique, mais est-ce qu'il y a un lien entre le fait que les acteurs locaux soient impliqués et le fait que l'exigence écologique que vous portez soit peut-être plus facile à la fois mettre en place et contrôler au fil du temps? Est-ce que là, vous avez déjà un retour, etc. Oui, tout à fait. En fait, c'est intéressant, et notamment, j'ai un cas sur le photovoltaïque au sol. Et ben, celui-là, Solaris Civis, où ils pouvaient en fait avoir un développement beaucoup plus important sur leur site. Mais ils ne l'ont pas fait
parce que au niveau de la qualité du sol, ça allait être vraiment pernicieux pour le sol. Donc ils ont réduit en fait la couverture d'installations photovoltaïques. Et alors en Occitanie, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de mettre en place des grappes de projets photovoltaïques, donc des petits projets de 250 kW crête. Dans kilowatts, du photovoltaïque au sol, pour faire en sorte que le développement du photovoltaïque soit en fait à la même taille que le territoire. Et ne pas se retrouver avec des champs photovoltaïques qui sont parfois démesurés par rapport au territoire. Donc oui, ils sont beaucoup plus regardants sur l'exigence écologique, et je dirais qu'on essaye de travailler aussi avec des structures comme France Nature Environnement pour toujours avoir un avis sur nos projets, sur la qualité environnementale de nos projets. Et ils sont là aussi de manière pérenne, c'est-à-dire qu'il y a tout ce travail en amont, d'aller voir les experts environnementaux pour qualifier nos projets. Mais il y a aussi tout ce travail, une fois que le projet est en exploitation, de s'assurer que tout se passe bien, d'une certaine manière, quoi. Et le fait d'avoir plutôt des petites parcelles couvertes de panneaux, plutôt que des grandes, est-ce que ça n'augmente pas le coût de raccordement? Parce qu'à chaque fois, vous devez raccorder. Le coût de raccordement étant déjà très élevé, est-ce que ça augmente? Non, pas spécialement, pas sur ça. Après, il faut savoir que quand on parle de grappes photovoltaïques, c'est qu'on va mutualiser d'autres coûts qui ne seront pas forcément le coût de raccordement, mais des coûts plus administratifs, parce que ça va être une seule société qui va porter plusieurs projets. Et comme ça nous permet de mutualiser des coûts, quoi. Bonsoir. Je ne sais pas si ça marche. D'accord. D'accord. Voilà, je voulais savoir donc merci déjà pour votre présentation, si vos projets portaient une dimension autoconsommation collective avec une dimension mise en tendance à l'autonomie énergétique de ces territoires. Alors pas pour le moment. En fait, il y a un cadre réglementaire qui n'est pas clair pour nous, qui fait qu'on ne va pas pour le moment sur l'autoconsommation collective. Alors c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'y intéresse parce qu'on a de plus en plus de demandes. Je sais qu'on travaille avec la ville de Rennes sur un système d'autoconsommation collective, mais pour le moment, on n'a pas de projet en exploitation sur ce modèle-là en tout cas. Bonjour, merci aussi pour votre exposé. J'aimerais comprendre, vous disiez que vous aviez dans les projets qu'un seul projet de géothermie. Or, il se trouve que hier, j'ai rencontré des gens de l'Agence parisienne pour le climat qui nous disent que, entre autres, le Grand Bassin parisien a un énorme potentiel de géothermie. Et pourquoi est-ce qu'il y a si peu, alors que la géothermie a d'énormes avantages, puisque finalement, on ne consomme pas de ressources utilisables pour autre chose en surface, et c'est un énorme potentiel pour tout ce qui est chauffage urbain notamment. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas plus de projets? Est-ce que c'est une question de méconnaissance ou est-ce que c'est des problèmes de réglementation ou des contraintes autres, ou le coût tout simplement? Il y a le coût. Là, on est sur des projets qui, comme je vous disais, la composition du capital, c'est des acteurs locaux. Et les projets de géothermie ont un coût quand même beaucoup plus élevé. Et ça peut freiner, en fait, pour le moment. C'est pour ça qu'on en a un, notamment, c'est en Île-de-France, qui souhaite coupler de la géothermie avec du photovoltaïque. Mais dans cette démarche de développement local et donc porté par les acteurs locaux, c'est vrai que pour le moment, la géothermie, c'est plus géré par des investisseurs, je dirais, qui sont plus habitués, en fait, et des investisseurs énergéticiens en même temps, à pouvoir développer ces projets. Mais là, au niveau des acteurs locaux, je pense qu'il y a aussi il y a une méconnaissance, une crainte, parce qu'on est sur des projets d'envergure très importante. Et généralement, on voit que les territoires préfèrent commencer par des petits projets pour se faire la main d'une certaine manière, pour ensuite s'embarquer sur des projets de taille plus importante. Donc c'est pour ça, là, clairement, on est au début.
non, on n'est plus au début, mais on reste quand même assez jeune dans ce développement local des projets d'énergie renouvelable. J'espère que dans 10 ans, on pourra vous dire d'autres choses sur la géothermie, quoi. Dans quelle mesure énergie partagée peut-elle susciter des projets, justement? Est-ce que vous avez cette possibilité-là d'aller voir les acteurs locaux et de les amener à monter un projet? Je sais que c'est un peu compliqué. Oui, alors, si je prends l'exemple de l'Île-de-France, on a recruté quelqu'un en 2015. En 2018, on a plus d'une vingtaine de projets qui sont en cours de développement. En 2015, il y en avait 0. Des projets d'énergie renouvelable portés par les acteurs locaux. Hein. Je veux pas. Donc, on voit que, et ça, c'est tout ce travail d'information, de dire que ça se passe ailleurs, surtout d'information et de formation par la suite. Mais présenter la démarche et organiser aussi des échanges d'expériences, montrer que sur d'autres territoires, notamment la région Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, qui sont beaucoup plus en avance, donc démontrer par l'exemple que c'est possible. Voilà, c'est comme ça qu'après les acteurs locaux se disent « Ah mais en fait j'ai une toiture ». Voilà. Après on va pas, comme on n'est pas un bureau d'études ni un développeur, on va pas aller chercher nous-mêmes le potentiel. On va bien entendu s'appuyer sur toutes les planifications énergétiques quand il y a des diagnostics ou des cadastres solaires, démontrer qu'il y a de la ressource sur le territoire, mais on ne va pas aller plus loin, je dirais. C'est plutôt les acteurs locaux qui viennent nous voir en disant « Ah, là, j'ai du potentiel, comment vous faites? Aidez-moi pour monter le projet. » Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Bonsoir, merci pour votre présentation. En fait, moi, j'avais une question par rapport, en fait, si ces petits parcs d'énergie renouvelable, en fait, sont liés éventuellement à d'autres institutions. J'imagine qu'en fait, ces parcs, enfin, je pense que c'est bien d'avoir justement une production d'énergie locale pour être consommée localement. Mais est-ce que dans le cas où ce petit parc pourrait éventuellement surproduire pour la communauté pour laquelle elle a été construite, s'il y a une surproduction, en fait, est-ce que cette énergie est refournie, par exemple, à EDF ou autre? Ah, mais ils sont... alors, tous nos projets sont raccordés, donc ils passent dans le réseau commun à toutes les énergies, renouvelables ou pas. Et pour le moment, nos projets vendent leur électricité à EDF. D'accord ? Pas directement chez les... Bah après, physiquement, de toute façon, la production, la consommation, enfin, il y a le lien entre la production et la consommation, ça c'est dans tous les cas, quel que soit, je dirais, le portage du projet. Par contre, oui, les projets sont raccordés, ne sont pas en autoconsommation et vendent pour le moment, pour la plupart, à EDF. Depuis 1 an, en fait, on a la possibilité de vendre à d'autres entreprises, notamment Enercop, où nous, on est très liés aussi à Enercop. L'objectif, c'est aussi avoir le circuit court de l'énergie entre le fournisseur et celui, et donc l'approvisionnement qui serait porté par les projets locaux. Voilà, mais voilà, compte tenu aussi des tarifs d'achat, c'est quand même, je dirais, pour la rentabilité, plus rentable de vendre l'électricité à EDF pour le moment qu'à d'autres. Donc ça veut dire que les projets sont non seulement rentables, mais enfin, rapportent de l'argent aux différents collectifs ou collectivités qui les mettent en place. Et cet argent, il est réinvesti? Comment ça marche? Alors ça dépend des projets. Il y en a, par exemple, la SIC Combrailles Durable en Auvergne. C'est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, où là, on sait que la rémunération des actionnaires est très basse. C'est le principe d'une SIC. Et toute la production de richesse est réinvestie dans d'autres projets. Donc Combrailles Durable, ils ont commencé avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur 1-2 écoles. Là, maintenant, ils sont à plusieurs bâtiments publics et ils commencent à investir. Ils veulent développer un projet éolien. Donc là, c'est vraiment du réinvestissement dans des projets d'énergie renouvelable. On a d'autres cas, par exemple une société d'économie mixte, donc c'est une société avec un capital public à majorité, où là,
il y a une commune qui est actionnaire de la SEM. Ça lui a permis de pouvoir financer toute la rénovation thermique de ces bâtiments publics, de développer des projets de bois énergie. Donc on voit que c'est réinvesti, mais pour la collectivité en particulier. Et puis on va avoir d'autres projets, plutôt des projets éoliens, notamment le projet Bégawatt, où on est donc avec une structure juridique un peu plus flexible, je dirais, pour la rémunération des actionnaires. C'est une société par action simplifiée, où on va prévoir 3-4% de rémunération des actionnaires, mais dans 7 ans, le temps d'avoir remboursé l'emprunt bancaire. Donc on peut rémunérer les actionnaires. Par contre, on est quand même sur ce qu'on appelle de la finance patiente, parce qu'avant de rémunérer les actionnaires, il faut bien rembourser la banque. Et je termine mon propos par le fait que nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on souhaite pousser, et ce qui se passe dans certains projets, c'est vraiment pas la majorité, c'est dans le plan d'affaires des projets de production d'énergie renouvelable, prévoir dès la première année de production une enveloppe financière pour pouvoir financer un poste ou des actions de sensibilisation, de réduction de la consommation d'énergie. Donc comment en fait l'activité de production d'énergie peut financer de la réduction de consommation d'énergie. Et ça, on souhaite vraiment travailler là ces prochaines années à systématiser ce fonctionnement-là. Est-ce que ça veut dire que vous intégrez ça aussi dans l'évaluation que vous faites des projets, c'est-à-dire la capacité des projets à mener aussi ce plaidoyer en faveur de la réduction des consommations ? C'est partie de ce qu'on appelle l'exigence écologique. Après, faut être clair, ce ne sera pas non plus un critère sur la partie maîtrise de la demande en énergie, un critère excluant, quoi. C'est pas possible. Mais on sera, oui, très regardant et ça, on le mettra plus en valeur. Voilà, c'est des choses. Juste peut-être pour terminer, à moins que vous ayez encore des questions, est-ce que vous avez fait un bilan des premières années de fonctionnement d'énergie partagée et de ces différents projets que vous avez soutenus ? Est-ce que vous avez publié un bilan à la fois en termes de production, mais aussi en termes peut-être d'échecs de certains projets ? Je ne sais pas s'il y a eu des échecs d'ailleurs. Il y a eu des échecs, hein, c'est sûr. Alors un bilan, non. On travaille sur des indicateurs plus précis. Parce que là, par exemple, je vous disais, la puissance installée des projets financés par énergie partagée. En fait, il y a 255 projets qui sont accompagnés et on travaille cette année à la mise en place d'indicateurs pour après faire remonter la donnée. Donc voilà, on en est là justement pour pouvoir dresser un bilan plus clair. Et après, on va plutôt organiser des échanges d'expériences entre porteurs de projets à travers des webinaires pour faire part des difficultés aussi. Parce que on est quand même dans des aventures humaines. Voilà, c'est pas facile. Faut être clair. Il y a des obstacles réglementaires et puis des obstacles, je dirais, humains d'une certaine manière, qui sont là. Donc, il faut partager. Il faut savoir aussi comment lever ces obstacles-là. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas de bilan, mais plus organiser des échanges d'expériences qui nous paraissent vraiment précieux en fait pour les prochains aussi. Peut-être pour prolonger, parce qu'il y a pas mal de résistance à différents projets éoliens en France, avec des associations qui ont le vent en poupe, comme on dit. Est-ce que le fait que des acteurs locaux soient impliqués via des collectivités citoyennes réduit un petit peu cette force de résistance je ne sais pas si le mot résistance d'ailleurs convient, en tout cas d'opposition. D'opposition, vraiment ça dépend. Il y a des cas oui, et il y a des cas non. Ils sont là, ils sont présents, ils sont forts. Et je dirais que ça dépend aussi de la cohésion du groupe porteur et de comment c'est bien accepté par les riverains. Là, justement, la semaine dernière, il y a un des porteurs de projet qui nous a dit, parce qu'on est en train de parler de ces associations d'opposants qui viennent, qui sont très agressifs en fait, qui ne sont pas forcément dans la construction du débat. On peut comprendre qu'on peut être contre, mais voilà, c'est plus la démarche. Et la semaine dernière, un des porteurs de projet nous disait, là, nous, c'est carrément la salle qui les a virés, quoi. En disant non mais si vous n'êtes pas constructif, vous dégagez. Donc c'était même pas nous en tant que groupe porteur mais c'est la salle qui a dit non mais nous on veut pas ça, on sait qu'on va avoir de l'éolien, autant que les éoliennes nous appartiennent, quoi.
Voilà. Et puis, on a d'autres projets où, là, par exemple, en Pays de la Loire, un super projet où il y a quand même une bonne dynamique collective, mais il y a un recours. Voilà, ça, je dirais qu'on ne peut pas avoir l'adhésion complète de tout le territoire. Ça, c'est compliqué. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore une question d'intervention? Oui, je vous passe le micro. Merci beaucoup et merci pour votre intervention. Je me posais juste la question, vous parlez de 250 projets, dont 50 à peu près qui sont financés. Et du coup, je me demandais, d'une part, est-ce que ça veut dire que les 200 autres, ils roulent tout seuls, entre guillemets, sans avoir besoin d'apport? Et aussi, vous avez évoqué le fait que vous interveniez toujours de manière minoritaire. Est-ce que vous avez une règle qui dit pas plus de 10% ou pas plus de telle proportion? Oui, et aussi sur les 200 projets qui restent, est-ce que c'est vraiment juste pour savoir, est-ce que c'est des projets aboutis ou est-ce que c'est des projets aussi en développement que peut-être vous allez financer plus tard? Alors, tu me dis si j'ai oublié certaines questions. Les projets, il y a des projets qui n'ont pas besoin d'énergie partagée investissement en fait. Soit qui n'en ont pas besoin parce qu'ils réussissent à lever de l'épargne locale tout seuls. Ils n'ont pas besoin de cet outil de mutualisation nationale. Soit parce qu'ils ne sont pas éligibles. Dans le sens où je vous disais, nous on investit en minoritaire entre 50 000 et 500 000 euros. Donc ça veut dire que c'est un budget minimal en fait du projet à hauteur de 300 à 400 000 euros. Bon, il y a des projets qui sont en deçà en fait. Et donc même s'ils auraient besoin d'un coup de pouce d'énergie partagée, nous dans notre politique d'investissement, on n'intervient pas. Donc après on va les accompagner pour voir comment essayer de lever de l'épargne locale ou trouver d'autres outils d'investissement, mais on ne va pas les financer directement. Dans les 255 projets, il y en a 100 qui produisent, qui sont en exploitation, et 155 qui sont en développement. Voilà, donc, et qui ne vont pas forcément demander un financement d'énergie partagée. Voilà, c'est pas une obligation. Après, nous, côté association, on va les accompagner quand même. On va pas forcément, voilà, c'est pas systématique en fait. On souhaite accompagner tous les projets à partir du moment où il y a un ancrage local. Vous avez évoqué rapidement dans les obstacles à lever le tarif d'achat du PV et la régionalisation des tarifs. Est-ce que vous pourriez juste expliciter En fait, l'une des idées, c'est donc on a un tarif d'achat qui est identique partout sur le territoire, mais on a un potentiel photovoltaïque qui est différent selon les territoires. Donc l'une des propositions, c'est de faire des tarifs, alors ce qu'on appelle régionalisés. Après, est-ce que c'est à l'échelle d'une région à voir, mais des tarifs adaptés au potentiel en fait de la ressource. Parce que là actuellement, je vous mentionnais la SIC Combraille Durable, qui est une des pionnières en fait en France dans le développement du photovoltaïque local. Eux, ils ont dû arrêter en fait leur activité dans le photovoltaïque parce que c'est plus rentable. Donc ça veut dire que soit ça nécessite des subventions d'investissement de la part des régions, souvent des régions en fait. Soit ça nécessite de revoir le système de tarification et d'avoir des tarifs plus régionalisés ou locaux, il faut voir. L'une des propositions, en fait, ce serait que la CRE propose des tarifs d'achat adaptés à chaque région et à chaque potentiel photovoltaïque. Voilà, donc c'est quelque chose qui est porté par pas mal d'acteurs. En fait, au niveau local, il y a une forte demande. Et au niveau national, je dirais que c'est en train d'être construit, parce qu'il faut voir comment c'est financé, est-ce que c'est par la CSPE ou pas. Enfin, voilà, c'est quand même un peu une révolution, entre guillemets. Donc il y a le syndicat Enerplan, dans le photovoltaïque, qui travaille sur ça. Il y a l'association Espul aussi à Lyon qui travaille aussi sur ce sujet-là. Et nous, on souhaite s'inscrire aussi dans les propositions de ces acteurs-là pour pouvoir faire évoluer le tarif d'achat. Ok, merci. C'est intéressant. En fait, je suis à la direction de la recherche et du développement du réseau de transport d'électricité. Donc, le côté péréquation tarifaire, tout ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Donc, on mène aussi ces réflexions. Mais je ne savais pas que c'était aussi à cette maille-là également. Donc, merci pour l'éclairage en tout cas.